Flip le plateau plus, bonjour, ponctuel comme d'hab, avec des sons toujours plus bizarres. Maltemo, comment vas-tu ce soir? Bah écoute, ça va bien et toi? Pas du tout. Ah Voilà, donc petit disclaimer pré-stream, c'est officiel. Nous sommes dans la saison des pollens. Je suis au bout de ma vie. Si vous voyez les yeux défoncés, si vous voyez des choses pas très glamour, c'est ma faute, mais pas tant. Voilà, mais force et honneur à tous ceux qui sont dans le même état que moi en ce moment. Et si vous connaissez une bonne allergologue, envoyez-moi vos meilleurs DM, ce sera utilisé à bon escient. J'en suis vraiment là. Et 2 jours chaud. Donc l'idée, ça va être, comme d'hab, vous le savez, vous connaissez le concept maintenant, de la petite veille techno, on a plein de trucs super chouettes à vous montrer en termes d'articles, d'outils, d'attaques, de défensifs, de outsider IA, de trucs bizarres, voilà. Il y a de la matière, et le tout, dès que je m'étouffe, Maltemo prend le relais. Et dès qu'il s'étouffe, c'est pas normal, appeler les secours. Comme d'hab, le classico, bonjour à tous les régus, en particulier les régus de chez Régus qui n'en ratent pas un. Voilà, Kelly, Yonzax, Zotoro, Neolex, je sais pas s'il est là, Lil Doudou, etc. Pentium, un petit Pentium. Évidemment, vaut mieux que 2, tu l'auras. Ça part. En avant. Moi, ça ouais, va. on fait pas sans plus... fuck pollen, exactement. Allez, sans plus d'intro, ça part. Je vérifie, le son est un peu fort, je pense, par rapport à d'hab, genre clairement même. Le son de la musique, j'entends. Hop. Du viewer-vieweuse, let me know. Normalement, ça devrait être OK. Et Maltemo et moi, à peu près au même niveau. Ok, du coup, on commence par un super article ainsi que nouveau site de CTF.exposed, en particulier Flat Network Society, article qui m'a été remonté par le copain et past streamer Bitka, qui ont mené une bonne petite campagne de anti-cheater, mais anti-cheater pas de manière générale, anti-cheater au sein de leur équipe. Mais c'est super chaud d'arriver à savoir qui c'est qui commence à faire la taupe, j'ai envie de dire. Et donc, ils expliquent un petit peu que ça, c'est une communauté, le CTF, qui a toujours été autorégulée. Il n'y a pas de fédération française du CTF. La FFCTF, ce serait incroyable. Ou la FM pour fédération mondiale ou que sais-je. Donc, c'est un peu aux différents acteurs de se bouger pour faire en sorte que ça marche. Du coup, il y a eu un premier contact avec un certain QWERTY qui a demandé à rejoindre leur équipe. Cool, qui entre-temps a joué avec une autre équipe. Why not? Il n'y a pas d'exclusivité. Et un peu plus tard, il y a eu quand même, il y a une équipe, vous auriez pas un peu triché parce qu'il y a du flag submit, du flag qui était censé être unique, tout ça. Donc l'équipe en question, Flat Network Society, j'ai envie de dire Flat Earth à chaque fois, c'est terrible, a contacté une ancienne équipe, Break the Line, qui avait eu ce joueur. Cette équipe a expliqué que oui, mais ce joueur a quand même un petit peu... on lui a prêté des exploits, des outils, et puis il y a eu des callbacks qui venaient d'un bot Telegram qui n'était pas franchement censé arriver sur des fichiers qui n'étaient pas exposés sur Internet. Donc ils ont commencé à se poser des questions, et donc le gars se fait têche de la première équipe. Meuf, vous voyez ça comme non-genré, c'est un pseudo, je n'ai aucune idée. Et du coup, ils ont dit oui, nous on l'a viré, on a commencé à creuser un peu. On a voulu contacter les orgas du CTF pour voir qui avait submit à partir de quelle IP, sans succès pour le TAMU CTF, en même temps gros CTF, gros orga, donc peut-être pas envie de répondre à tout le monde. Et du coup, ils ont ping PPP, donc Played Parliament of Polling, de mort PPP, c'est Pologne, équipe de fous malades. Oui, il me semble que oui. Ouais, il y a un super podcast de... En l'occurrence, podcast sur YouTube. Darknet Diaries, qui parle justement de la création de cette équipe et qui est passionnant. Je vous le conseille. Il n'y a pas un podcast passionnant de Darknet Diaries, ils sont tous insane. Ah ouais, ils sont tous exceptionnels. Ils sont tous insane. Ok, donc du coup, ils ont contacté PPP et Hacking Force joue, histoire de leur dire bonjour, on a des suspicions de triche, aidez-nous. Ils ont dit ouais, on va vous aider. Et donc, ils ont commencé à faire des flags qui sont valides pour l'un, pour l'autre. Non, ils ont commencé simple, ils ont dit on va loguer qui flag quoi à partir de où, ce qui est normal pour une plateforme de CTF. Et ils se sont rendus compte qu'il y a une équipe non existante, ou en tout cas non référencée comme grande équipe, qui a pris certains flags et qui les a resubmit. Des flags qui avaient été validés par Flat Earth, Flat Network Society, je l'ai fait, qui ont été du coup validés par une équipe qui s'appelle Test, et qui n'ont forcément, il me semble que c'était non flagué parce qu'ils avaient mis des faux flags. Donc forcément, le gars qui vient dans son équipe test voit que le flag valide pas et ne va pas le resubmit ailleurs. Dommage, ça fait qu'on peut pas savoir quelle autre équipe était l'équipe tricheuse puisque c'était l'équipe temporaire. Donc en tout cas, on sait que quelqu'un triche, mais pas trop
pour qui. Et du coup, ils ont fait des flags, on va dire, qui sont différenciables, mais qui flaguent tous la même épreuve. Et du coup, vu que chaque équipe devait avoir son flag, mais qu'au final, un même flag était valide pour plusieurs épreuves, et ben c'est là où ils ont pu commencer à se dire il y a une équipe de test qui l'a submit, donc on voit que quelqu'un a triché, mais une deuxième équipe qui a submit le même flag qui a été jugé valide, et parce qu'ils se sont fait contre Kems en fait, et voilà, et du coup ils ont pu choper, dire machin triche, and that's a fact, ils l'ont de l'équipe, et bien sûr le petit machin a joué avec toutes les autres équipes ou aux autres CTF, désolé pour ceux que ça a impacté, mais c'est la vie, en tout cas nous on a fait du diligence. Et le petit trick que j'aime bien, le côté si vous voulez nous ping, pour éviter de tomber dans les mailing lists avec la blinde de spam quotidien, vous-même vous savez, et ben mettre une petite commande bash qui explique comment récupérer le mail. C'est tout con, ça marche bien. Donc voilà, conclusion, la scène CTF a toujours été autorégulée en faisant une situation un peu difficile à maintenir ou à gérer. Cependant, ou malgré cela, malgré cet événement infortuné, nous croyons que la communauté de CTF est quand même une ample majorité de gens bienvenus, accueillants, respectueux, et l'étiquette, c'est bien sûr l'éthique. Article à lire, parce que je voulais résumer, qu'il est assez intéressant et qu'il est écrit d'un ton bougie. Voilà, moi, je trouve ça mignon. Alors, oui. Petite précision que donnait Totoro, pour PVP, c'est pas du coup des Polonais, mais c'est bien des Américains de l'université de Carnegie. Je confonds avec Dragon Sector du coup ? A priori, c'est P4 et Dragon Sector, les gros Polonais. Nous dit toujours Totoro, hein. Je ne fais que citer. Oui, P4. PPP versus versus P4. My bad. Versus MP4. Pardon. Je me suis emporté. Yes, ils ont checké. Merci les fact-checkers, vous êtes là pour ça. Vous savez qu'on couvre beaucoup de trucs et du coup, des fois, c'est un peu complexe. Mais on le dit avec humilité. On enchaîne sur un article qui a fait pas mal de bruit il y a fin avril, mais en tout cas, ça s'est réveillé là il y a pas très longtemps. De quelqu'un qui a dit « Oui, bonjour, j'ai créé un bucket vide. » Je t'arrête une seconde, mais je vais le couvrir celui-là. Eh ben... On s'est overlap, désolé. Je t'en prie. En avant. Ouais, vas-y. En avant. Alors attends, je remonte dans mes notes. Du coup, ce super article qui a fait beaucoup de bruit sur Twitter, et qui parlait justement du fait que les buckets S3 vous font payer concrètement pour des requêtes qui ne touchent pas quelque chose de valide ou d'accessible. Et donc ça pose des gros problèmes d'un point de vue porte-monnaie, et aussi ça explique un petit peu l'histoire de comment est-ce que ça s'est passé. Et donc l'auteur, c'est ce qui est assez amusant, c'est qu'il explique qu'il crée un bucket S3 vide, et 2 jours plus tard, sans y avoir touché, il se rend compte qu'il a $1,300 de paiement à faire. Et là il est en mode comment ça se fait? Donc il a creusé un petit peu, et il n'y avait pas de défaut de logging, il avait juste activé il a activé la journalisation AWS CloudTrail pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passait. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un tool open source qui concrètement avait pour des configurations par défaut d'envoyer ces données sur ce nom de bucket là. Du coup, en fait, il se retrouvait à recevoir plein de tentatives de gens qui essayaient d'envoyer de la donnée chez lui, de par le fait que ça soit une configuration par défaut. Et il s'est rendu compte que malgré le fait que ces gens n'étaient pas autorisés à le faire, et du coup qu'il y avait au final rien d'uploadé, il payait quand même, ce qui est assez intéressant. Donc évidemment, il a contacté le support, qui lui a dit oui, pour toutes les requêtes non autorisées, donc les 400, en fait vous payez aussi, c'est normal, c'est prévu, c'est le comportement. En même temps, tu payes un vigile pour qu'il garde les gens dehors, tu payes le vigile quand même, finalement. Le problème, c'est que là, on peut envoyer des gens virtuels par paquet de 10 000, donc t'es obligé d'acheter 40 000 vigiles. C'est ça, à moins que dans la vraie vie, il y ait des ninjutsu pour pouvoir se dédoubler et envoyer plein de formes de toit en bûche. Pour l'instant, dans la réalité, un peu plus compliqué. Faudra que tu m'expliques quand même le plein de formes de moi en bûche. C'est Naruto, le ninjutsu, quand il se transforme en clone, et quand il tape, c'est des bûches. Tu vois, c'est... Oui. Référence lointaine. Et concrètement, du coup, ce qu'il s'est amusé à faire ensuite, c'était tout simplement autoriser les gens à uploader. Il a laissé pendant 30 secondes, et il a quand même reçu 10 gigas de données.
ce qui est quand même assez amusant. That's a lot of data. Et du coup, les leçons. Donc, alors évidemment, il a regardé les données, il a contacté les entreprises qui, du coup, faisaient fuiter de la donnée vers ce bucket-là que lui contrôlait. Il y en a peu qui lui ont répondu. Il a contacté le maintainer des entreprises. S'il a 10 gigas en 30 secondes, il doit y en avoir. Oui, bah, il en a contacté plusieurs. Et il dit qu'il y en a une bonne partie qui n'ont pas répondu, mais il y en a quelques-uns qui ont répondu, etc. Il a contacté évidemment le maintainer de l'outil pour que ça change la configuration par défaut. Donc ça a été fait. Et donc l'auteur a été remboursé exceptionnellement par AWS, mais il note bien que c'est une exception et que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Que toutes les instances qui ont déjà été déployées par l'outil open source, bah du coup elles peuvent plus être patch parce que c'est déjà comme ça et que. Ouais, il peut pas lui les self-patch, mais après les vendors peuvent les patch et dire. Exactement. Si les gens sont au courant et vu qu'il les a notifiés, normalement ils peuvent le faire. Le fameux. Mais écoutez, vous avez pas lu la doc, j'avais mis changer le nom du bucket. Bah comment ça il s'autogénère pas? Bah dommage. Y a pas d'effort la doc, de fait. j'avais mis warning. Merde. Et du coup, il dit que parmi les entreprises qui ont contacté, il y en a 2 qui n'ont toujours pas répondu. Donc, dommage pour eux. Et enfin, dans les grandes leçons qu'il dit à retenir, n'importe qui connaît le nom de ton bucket S3 peut faire péter tout ce qui va être prix à payer, puisqu'ils peuvent envoyer, il peut flood pour te faire payer très cher. Donc, en gros, pas mettre des noms trop évidents ou des choses trop faciles à deviner. Mais bon, à un moment, les buckets S3... Après, c'est pas une random key. Là, c'est celui qu'on a pour le côté mettre des fichiers. Par contre, c'était un nom de bucket random parce que c'était une random key. Ça va quand même, c'est un random subdir. Tu vas quand même te faire deny ou forbidden. Par contre, si le bucket name n'est pas trouvé, là, c'est pour la pomme d'AWS. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il dit justement pas un nom de bucket trop évident ou trop simple. Dans les licences à la fin, ouais. Il dit qu'il faut du coup pas hésiter à rajouter un suffixe random au niveau du bucket pour ajouter un petit peu de sécurité ou justement éviter que ça puisse être devinable. Et enfin, il dit eux aussi qu'ils font payer la redirection des requêtes ne venant pas de ton continent. Donc, qu'il faut bien spécifier sur quel continent et quel serveur, quelle région AWS tu veux être. Sinon, tu te factures encore en plus. Donc, c'est intéressant à noter. Voilà. Le fameux paiement à la redirection. Parce que pourquoi pas, finalement. Mais vraiment, l'article était très amusant et au début, je l'ai vu passer, je me suis dit effectivement c'est un petit peu marquant, mais sans plus. Mais toute l'histoire, quand même, ça part d'un petit raté, d'un nom choisi au hasard qui finit par tomber sur une conf par défaut. L'histoire est quand même assez intéressante et amusante. Et l'histoire finit bien parce qu'il est remboursé, le monsieur. Oui, mais as-tu la suite? Il y a une suite à ça? Oui. Non, je l'ai pas. Hunter the InfoSec shitstorm, but of fait everything is okay. Alors, il y a eu une suite de réponses par don't quote me, AWS S3 Biggest Product Manager, genre en tout cas quelqu'un qui a de la visibilité as AWS pour parler en le nom des produits S3, pour dire oui, on a travaillé dessus. C'est le gros changement va faire que tous les unauthorized requests qui ne sont pas initiés par les customers vont être rendus gratuits. Donc pas que lui, mais tous les gens qui ont souffert de ça vont se faire auto-déduire ça des factures, rétroactifs ou pas, je sais pas. Doute, mais en tout cas pour le futur ce sera ça. Et que ça va couvrir les ranges 300 et 400, donc redirection gratuite a priori, et les forbidden, les broken et tout ça gratuit aussi. Et il a bien sûr le classico. Oui, écoutez, merci beaucoup de nous avoir spammé avec ce problème. C'est grâce à vous qu'on en a pris conscience et qu'on a agi. Oui, vous avez voulu dodge une shitstorm, quitte à perdre un peu d'argent, vous vouliez pas en perdre plus, donc il y a ça qui a été mis en place. Mais vous êtes off, en vrai tout le monde s'y retrouve. Eux, je pense qu'ils sont pas à quelques milliers d'euros près. Et s'ils peuvent s'éviter des bad buzz, bah c'est mieux. Et pour nous aussi. Oh, c'est beau, j'avais pas la fin de l'histoire. Magnifique. Et du coup, ils ont revamp cette page qui explique un petit peu les types d'erreur code, les codes, les descriptions longues, comment on dit, statut code et error code, ouais c'est ça. Ouais, tout à fait. Il y en a forcément un bon paquet parce qu'avec les S3, depuis le temps que ça existe, on peut en faire un paquet de choses. Et normalement, in général, S3 buckets, les propriétaires sont facturés avec les 200 OC successful, ok, et les 400. Ils ne sont pas bill pour les 500 parce que forcément c'est du vraiment cassé ou requête invalide, ils y peuvent rien. Voilà, donc en gros on dit on te bill normalement les 200, les 400, pas les 500 et basta. Et ils disent quand même
Par contre, au sein des 300 et 400, on a quand même tous ceux-là qui ne sont pas facturés. Et donc, ils sont allés faire le vrai gros détail de tout cela où vous n'êtes pas facturé. Ok. Ce qui est un bon move en avant vers la transparence, ce qui est sûrement pas assez parce qu'il doit y avoir un nombre d'edge cases assez infini. Mais Après, sur les 500, alors je sais pas si j'ai mal lu la phrase, mais ils avaient l'air de dire que c'était que pour les erreurs 500 provenant d'eux en mode doucement sur le trafic ou ce genre de choses. Tu l'as dit ou j'ai juste mal écouté? Non, ils disent Bucket Owner aren't build for 500XX, en particulier celle-là, mais juste tu n'es pas build pour les 500. Ok, Donc les 500, ok. c'est le back-end qui die, c'est à la faute d'Amazon, c'est pas vraiment. Bah, sauf une imagine que requête. c'est ton application qui crash. Bucket. Ah, c'est Bucket. ok, my bad. Oui, Oui, ok. oui, c'est pas AWS Wide, c'est S3 Wide. Oui, C'est oui, de non, dans ce politique. cas-là, oui. Pardon. Et par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que c'est quand ça, tout ce qui est sur cette page est vrai quand la requête n'origine pas de ton compte. Par contre, si tu es connecté en tant que toi et que tu fais des tests et que tu as un while true avec un denied, eh ben, si tu viens en tant que ton user IAM, tu vas quand même te faire bill. Ce qui est normal vu que c'est toi qui as mis le while true. Ça me choque pas. Ouais, moi non plus. Alors, on va le survoler un peu, mais i2Glow, I guess, qui s'est mis à être particulièrement prolifique, aussi bien en termes de... Bon, déjà, il a un Twitter assez actif, bug hunter de renom, ou en tout cas qui fait des choses assez chouettes, donc je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'il fait, qui s'est mis à faire une espèce de vlog de tout ce qui se passe en termes de... Attends, plus top. De hacking dans sa life de hunter. Ouais, je vais y arriver. Voilà, les petites i2 Weeks. Je trouve ça sympa, c'est un format qu'on n'a pas trop en infosec, et c'est super dur de rester régulier, donc petit shout-out à lui, à lui donner un peu de visibilité, un petit peu de contenu, de suivi. Mais ce qui régale en particulier en ce moment de cette personne, c'est AkiX, est-ce que je l'ai juste après? Oui. C'est ça, c'est une espèce de moteur de recherche, mais où normalement c'est community-based et community-reviewed pour qu'on ait que des choses qui nous intéressent. Par exemple, je suis là et je veux faire du Jolokia, je cherche Jolokia, et j'ai des exemples de bug reports qui ont été censurés mais remontés, des exemples de exploits, il y a un petit peu de contenu. Je suis assez déçu parce que pour Spip, il n'y a qu'un auteur qui s'appelle Spip qui arrive à sortir à chaque fois. Donc il va falloir aller faire plein de petites pull requests, les copains. Mais globalement, c'est nouveau, c'est shiny, ça marche franchement pas trop mal. Je veux dire, on faisait de l'Active Directory la dernière fois pour le stream jeu de rôle. Bon, Active Directory, on a 7 pages avec des choses qui normalement ont été vraiment vouchées par la commu et qui ont déjà fait soit du Flax ETF, soit de la thune en bounty, soit de l'article de recherche un peu béton. Donc c'est cool d'avoir des sources ou des agrégateurs, on va dire, un peu comme si on avait vu le Tap Talk, un peu plus check, un peu plus community reviewed, quoi. C'est rigolo, Donc, je reconnais des pseudos de gens qui postent des articles. Des articles. Ouais, Volken. Qui était le responsable de mon équipe CTF il y a 2 ans, 3 ans de ça. Wait. Ah bah tiens. Qu'est-ce que ça fout là? Ben, quelqu'un, je sais pas si on peut voir qui t'a référencé, mais... Ah mais non, mais c'est by, d'accord, c'est l'art... Ok, j'avais pas compris. C'est les articles de cette personne. Donc en fait, c'est un article de Volken. Ok. Je pense que c'est du full text match. Ok. Ouais, c'est juste là, on match Maltemo dans l'un des articles, donc ça nous sort ça. Ok. En tout cas, très beau write-up. Hein. Merci. Bon, il date d'un peu longtemps, ceux-là, mais il doit pas être exceptionnel. Oblige. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Pourquoi il y a que des trucs de 2018 de mon tout premier CTF en fait? Mais j'ai l'impression que tu vois, c'est pareil, Sharky CTF c'était un des premiers que j'avais fait avec l'équipe Sinac à l'époque, donc c'est Je pense qu'ils ont repris la base de liens qu'ils avaient de base et maintenant c'est incrémental. Mais je sais pas pour la partie les gens proposent, comment est-ce que ça se passe Eh ben t'as un GitHub globalement. Ok. Alors il y a tout ça, ok. AXX, Search Engine, Add New Content. Have to fill the form, main website, axx.io et plus. Voilà. URL title description. Captcha. Et on espère que ça ne s'arrête pas. Ou dans un worker dont on n'a pas grand chose à faire. Mais je pense que l'ajout va juste faire. Il me semble qu'ils le disent même. Ouais. L'ajout, you can find the lien. Manual review, valider le contenu, et si validé, alors ajouter au Search Engine. Nickel. Je sais pas, c'est beau, c'est documenté, c'est là, c'est shiny.
C'est frais Ok, maintenu. bah, c'est rigolo en vrai. J'irai voir, mais j'irai peut-être mettre des write-up un peu plus à jour, un peu plus pertinents que, que ceux qui étaient présents On va aller parmi les soigner miens. notre image. Exactement. Ça peut, ça peut. Le Sharky CTF, donc. Alors, on enchaîne par un autre site de Paul, aka un gars qui s'est dit oui, oui, CTF Time c'est bien, mais savoir quand est-ce qu'on est censé balancer les CFP, c'est bien aussi. Donc, il y a un petit Twitter pour aller suivre et savoir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez tester en tant que CFP pour aller balancer vos meilleurs papiers aux meilleurs confs. Et c'est worldwide, donc c'est cool. À mon sens, ce site a vraiment moins de visibilité que CTF Time, alors qu'en vrai, il est tout aussi utile. Donc, bah voilà. L'idée est vraiment sympa parce qu'en plus ça peut permettre de découvrir des gens des conférences et aussi potentiellement se faire inviter un peu partout dans le monde. Donc ça peut être. Enfin, moi je trouve vraiment l'idée très bonne. Et j'ai découvert ça il y a peu de temps aussi. J'aime bien, j'ai une frustration, c'est que c'est CFP Time et qu'à ma connaissance, il n'y a pas de conférence time. Juste un truc qui dit l'intégralité des conférences, quoi, où, quand. Et quand est-ce que tu achètes ta place et où et. Pas évident après à maintenir. En fait, je me pose la question comment est-ce que tu gères ça CFP Time. Pas moins que CFP Time. Community Dev, les gens font leurs ajouts chaque année, sauf les gros événements qui sont mis en récurrent de base. Ok, ouais, effectivement. Ça pourrait. L'idée est pas mauvaise. On enchaîne sur de l'OpenRasp qu'on ne va absolument pas poker là parce que ça mériterait clairement un sujet à lui tout seul. Mais ça vient de Baidu. Baidu, il y a de la moula. Donc si ils open source un gros projet qui est moins utilisé certes, mais encore maintenu, c'est quand même qu'il y a, je pense, pas mal de valeur. Et du coup, c'est un appel à idées et expérimentation pour notre chère communauté. Ça peut gérer Java avec plein de frameworks en particulier et PHP sur, ok, pas la 8.0, mais pas mal de choses. Quid de mettre cet outil et de faire tourner du fuzzing sur vos meilleurs frameworks web avec juste un petit peu de contenu et regarder ce qui sonne. Je suis sûr que sur des trucs un petit peu vus, un petit peu daubés, ou même des trucs un peu récents mais qui n'ont pas encore eu beaucoup de visibilité et ni d'audit, ça va sonner. Ça va sonner, c'est littéralement juste faire un setup, faire vite fait du fuzz et attendre de click and collect les failles. Cependant... Il y a un petit cependant. Toujours. Je pense que ouais, voilà. Cependant, la documentation est de mémoire traduite de Chinese, fine. Il y a peut-être une version anglaise, en tout cas traduit fonctionne. Ça se fait, en vrai ça se fait, mais c'est du machin d'aller mettre le point SO dans le bon endroit, puis d'aller vérifier qu'il y a les bons droits, puis il manque un curl pipe SH finalement. On veut de la sécurité, mais un curl pipe SH c'est quand même vachement beau. Mais bon, je me dis, il faut qu'une fois, une personne le fasse, et après, ce sera un peu plus streamliné. Mais bon, on verra. En tout cas, voilà, je me dis, il y a quand même des choses à faire. On a le nombre de gros softs qui se basent sur du Tomcat, du JBoss ou autre. Bah là, c'est un jar qu'il faut récupérer et sideloader. Peut-être mettre un DNS custom pour pas que ça renvoie tout à Baidu dans le doute. Encore que, c'est du cliché. Ou pas, et aussi, comme j'avais regardé un petit peu le sujet, il y a possibilité d'ajouter des plugins et ils annoncent qu'en termes de perte de performance, que c'est 1 à 4% de perte de performance. Ouah, c'est rien. Voilà, donc c'est quand même assez... C'est conséquent, mais je veux dire, quand t'es là pour faire du fuzzing web, de toute façon, t'es pas à faire du fuzzing binaire avec 30 000 exécutions à la seconde. S'il y a moyen d'avoir plein de runners différents et du coup, faut du stateless, tu vas plutôt être avec ton truc en local et faire du FUF ou plusieurs FUF. Mais on n'en est pas au niveau du fuzz AFL. Non. Et du coup, ils ont fait aussi une intégration vers donc CM et SOC. Après, j'ai pas creusé sur comment est-ce qu'ils faisaient ça exactement, mais voilà. Bah de base, le Real-Time Application Security... pourquoi j'ai plus l'acronyme RASP? Allô? C'est Runtime Application Self-Protection. Je dis full n'importe quoi. Ouais, non, je dis full n'importe quoi. Application Self-Protection, c'est pas censé faire de la recherche de failles, c'est plutôt tu la plug dans ton appli. S'il y a un truc un peu shady qui sonne, alors bon, le bas de combat, analyse directe. Et là, c'est plutôt l'utiliser chez nous pour faire de la remontée de failles, que les logs soient en local ou remontés dans un Splunk, un Datadog ou autre. Ouais, tout à fait. Après, c'est pour vraiment de la défense en profondeur, et c'est ce qui est avancé comme argument de vente en général avec ces produits-là, c'est si jamais tu as une CVE qui est pas encore connue, genre une 0D, un truc comme ça, bah potentiellement,
ça peut te la catch à la volée et t'éviter de te la prendre. Notamment l'exemple qui a été donné, j'en reparlerai un tout petit peu plus tard dans l'article que je présente, que je présente. C'est pas moi qui l'ai fait évidemment, mais un super monsieur Deep Conda qui parle de ça sur les moyens de le bypass, mais il explique que le cas le plus pratique et le plus parlant, c'est pour Log4j notamment, où ça aurait permis. Bypass, mais c'est un filet. Tu te feras pas tout. Oui, mais c'est un filet. Sûrement un truc qui va te sauver les miches une fois ou deux. Mais l'idée c'est que un gros POC, un premier truc qui sort, potentiellement ça chope le comportement anormal au niveau directement de l'exécution, ça le top et puis hop, c'est parti quoi. Donc l'idée est quand même sympa, je trouve. Après encore une fois, c'est un des pièges ou un des trucs pour ralentir, mais c'est pas quelque chose qui arrête complètement. Et c'est juste pour choper les scripts qui disent ou les outils un peu automatisés qui sont là pour raquer. Tout à fait. Yep, agreed. En tout cas, voilà, à tester. Si y en a qui ont un peu de temps ou envie de faire un retex, foncez, donnez tout. Voilà. On enchaîne avec. Est-ce que tu voulais enchaîner avec le tien si c'était du RASP aussi? Je peux enchaîner si tu veux, mais dans ce cas-là, vu que t'as l'écran, autant que tu l'ouvres, ce sera plus simple, je pense. Ça a du sens ou on fait un vrai switch quand j'en suis à la moitié des miens? Non, en vrai, c'est pas mal, on les cale au fur et à mesure, ça me va aussi. Hein. Vas-y, envoie-moi donc ton article, je récupère. Je te l'envoie. Tu me diras que tu me l'as envoyé dans le docs. Ouais, c'est deepconda.com. Alors, TechnoWatch. Si vous saviez la tronche du GDoc qui contient tous les articles que j'aimerais traiter, il y en a 4 pages, quoi. Il fait peur. Alors, il y en a un, tu m'as mis... C'est Deepconda, il y a un lien YouTube juste en dessous. Tac. Oui, j'ai. Non, je pense vraiment, on fait celui-là à la volée, mais après on va plutôt faire... Tout à fait. Alors c'est un article qui se tire, donc il a été rédigé par Mouad Conda, qui est une personne qui a fait un super talk. Je vais arriver à l'Insomniac cette année, donc moi j'y étais et j'ai pu voir le talk qui était très intéressant, néanmoins très poussé, de mon point de vue, étant donné que j'ai jamais trop touché au RASP et au bypass de RASP Java, c'était un peu velu comme sujet, mais l'article est assez long à lire, il annonce je crois une demi-heure de lecture, et les points qu'il évoque pour donner un point de vue global, parce que si je rentre dans les détails on va tous mourir assez rapidement, mais concrètement je suis en train de mourir. Courage, tiens bon. Ouais, ça va, je t'entends pas trop renifler non plus, hein. Ça va. C'est le fait de faire un truc qui fait kiffer, tu sais, ça, un petit bout d'endorphine. Les yeux défoncés, ça va. Courage. Ouais. Et du coup, dans les différents bypass qu'il aborde dans son article, donc j'ai juste fait les gros titres, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, il bypass le RASP en faisant de l'injection de processus avec ptrace, de l'injection de bibliothèque en redéfinissant le bytecode de la bibliothèque. Des liens symboliques. Pour pouvoir pétracer un truc, faut déjà avoir un shell, faut déjà avoir. Ah, mais attends, lui c'était pour du RASP vraiment au level, le BPF. Alors, dans son talk, il dit qu'il a testé pas mal de RASP différents, notamment de concurrents, etc. Et il explique qu'il peut pas donner les noms parce que dans les bypass qu'il a trouvés, il a contacté ces entreprises-là, mais qu'elles n'ont pas encore totalement répondu et du coup, il peut pas les citer pour cette raison. Classique. Bon, après, en vrai, il pourrait les shame du genre, ça fait 4 mois qu'on parle, ils ont pas encore bougé. Je me souviens plus de la timeline, de toute manière, la présentation est accessible en ligne sur YouTube, elle sera dans les liens de description parce que je l'ai mis avec. Mais je sais plus si c'était si ancien que ça ou pas, donc dans le doute, voilà. Donc vraiment il détaille assez bien à chaque fois, en plus il fournit des exemples qui sont sur GitHub de comment est-ce qu'il fait son bypass, donc c'est assez intéressant si on veut creuser un petit peu ce genre d'exploitation. Il fait aussi l'exploitation via des liens symboliques et de l'inversion de commande, donc inversion de commande c'est juste prendre la commande et mettre dans l'autre sens et le remettre au bon moment après exact reverse de machin pipe bash, exactement, voilà, c'est assez rigolo. Si ça marche bah ça marche d'après lui. On a encore plein dont plein qui sont efficaces et utiles, hein, qui sont text-based et basta. Tout à fait. C'est exact un binaire que t'as appelé curl, alors que c'est pas curl. Bon, on dira curl est nécessaire pour la production, on laisse passer curl. Des bisous, c'était pas curl.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il va faire aussi le chargement de bibliothèque qu'il a téléversé déjà à l'avance, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir un upload arbitraire évidemment, à partir d'injections spell. Donc spell, c'est... Alors j'ai plus le nom, mais c'est un langage Java... Spring Boot Expression Language ou Ouais, oui, Expression Language, c'est ça que je voulais dire. Merci. Oui, mais Spring Boot ou pas? Ça, je sais pas. J'ai dit oui, mais... Spring Expression Language. Spring. Juste Spring. Totoro au taquet en ce moment. Totoro. Pas le temps de niaiser. Non, mais... Chapeau. Et enfin, pour terminer, il parle d'utilisation de l'API Réflexion, de la Unsafe API, que je ne connaissais même pas, mais son nom en dit long sur le sujet, de Instrumentation et de JShell. Donc vraiment, l'article est très long et très complet, et je vous invite à voir la présentation si le sujet vous intéresse et vous avez envie de creuser. Mais vraiment, la présentation était vraiment sympa à regarder. Ça vaut des CVE, des bypass de RAPS comme ça, parce qu'en fait, il y en a plein qui sont souvent... Bon, il y en a qui sont vénères, il y en a plein qui sont quand même assez basiques, et juste dire, bah voilà, il y avait une faille sur cette appli, juste en changeant un petit peu, on arrive à contourner, parce que c'est même pas contourner un patch, c'est contourner du monitoring. Bah du coup, est-ce que ta CVE... Enfin, c'est un bug sur l'outil de protection, donc est-ce qu'on considère que c'est comme un bypass de WAF, tu vois, est-ce qu'on considère que c'est une vulnérabilité? Ça dépend. Ben, ça c'est dur à dire. En l'occurrence, il parle de bypass de détection de CVE, mais il a pas dit j'ai fait des CVE a priori. Ça marche que 3 fois, donc... Non. Bah, en fait, l'exploit de base, à chaque fois, il montrait, dans les exemples qu'il faisait en démonstration à Insomniac, c'était du coup du Log4Shell et du Spring4Shell. Et il montrait comment est-ce que à chaque fois, avec un RASP en dessous, il arrivait justement à le contourner. Donc c'était assez intéressant. Mais oui, non, il n'y avait pas de CVE ou de gros choses. Juste, il expliquait le jeu du chat et de la souris, de comment est-ce qu'il protège et comment est-ce que tu contournes petit à petit. Et voilà. El famoso. Ça, je m'en permets une petite, faut que je la retrouve, mais en parlant de jeu du chat et de la souris. C'était pas censé arriver ce soir, mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a envoyé un petit message. Et du coup ça nous rejoint ce soir. Holo, bonjour. L'homme le plus relou de la planète. Coucou, c'est moi. Que dire? Patchez vos SPIP, mettez-les à jour. Si votre SPIP a plus d'1 an de vieillesse et moins de 1 an et 6 mois, ne le mettez pas à jour. C'est une version qui est moins vue que les autres. Voilà. Quelques difficultés pour contacter l'équipe ce coup-ci, mais pour une fois, très très bonne discussion et ça avance. Les choses avancent dans le bon sens et ça fait plaisir de travailler un peu plus main dans la main avec les maintainers. Il y aura encore des choses à je pense, à un peu améliorer, mais on est loin du passé et je leur souhaite du bien. Voilà, que ça et petite question, parce que j'avais vu passer ton tweet un peu avant sur le... vous m'avez ban les amis. Est-ce qu'on a le droit de savoir ou est-ce que ça sera plus tard? Bien sûr, je vais pas ouvrir mes mails en live. Ah non, pas besoin d'ouvrir. Non, juste l'histoire. Mais je peux faire du storytelling. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir. L'idée, c'est que j'avais remonté des failles il y a 3-4 ans, que j'avais été un peu ghost, que j'avais recontacté, qu'ensuite il y a une personne en particulier, mais qui est même plus le temps lié au projet, qui m'avait un peu craché dessus. Et du coup, il y a eu un ban non, c'est même pas ça. Il y avait eu je remonte une faille, mais t'as un peu fait cracher dessus dans le bug tracker du genre ouais on n'a pas compris ce qu'il nous a dit, donc on a juste dit fais coucou, dis oui et on verra ce qu'on fait. Donc c'est pas très correct, j'aurais dit bah les gars j'ai encore accès au fil de messages en fait, parce que c'est comme ça que ça marche un thread, un forum. Donc je vois que vous dites des trucs pas ouf. Et du coup, plutôt que de dire désolé, ça avait été bloqué. Et c'est là où je dis que c'est super cool et que les choses avancent, c'est que là on a rediscuté, il se rend compte qu'il y a un vrai gain des deux côtés à travailler un peu plus main dans la main. Est-ce que pour autant je vouch pour le PHP? Non. Est-ce que pour autant j'ai pas été débloqué et maintenant il y a un moyen de contacter et un peu plus de cordialité entre les deux parties? Oui, et c'est trop cool. Donc merci les petits gars de SPIP, les grands gars de SPIP, parce que vous avez codé les trucs que jamais je pourrais coder. Mais ok, il y a des failles. C'est la vie, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça évolue dans le bon sens. Ça répond à ta curiosité? Oui, mais c'est chou du coup, c'est une belle fin. Enfin, belle fin, c'est pas terminé. Oh! Ah waouh! Non, c'est pas... c'est du PHP, ce sera jamais terminé. Ah ça, c'est un peu le problème de ce langage.
C'est un peu plus. Mais c'est bien parce que du coup, moi, je peux rester, retourner les voir régulièrement. Et- Et est-ce que du coup, en parlant de PHP, t'as commencé, enfin, on couvre l'article de Charles Fall sur la vulnérabilité. Non, non, parce que Il me semble qu'il a mis qu'une première début d'article et on n'a pas la partie il y complète, c'est a un ça? truc qui a été ajouté côté Bionics, mais le truc, c'est qu'il faut vraiment, je pense, poser pour le couvrir bien. Oui, Moi, je suis oui, vraiment clairement. dans les choux. J'ai l'impression d'avoir un home, tu sais, comme dans Camelot avec le mec qui est tout malade. Donc, on fera ça bien. Je voulais pas le rusher parce que c'est de la qualité. Ah, très clairement. Mais moi, j'aimerais préférer le voir en présentation. Il me semble qu'il l'a présenté à l'Offensive Con et je sais pas si les vidéos sont encore sorties ou pas. Mais I don't know. j'ai regardé ça plus tard. De toute façon, c'est trop gros pour qu'on le couvre pas, que ce soit maintenant ou plus tard. Oui, bien ça sûr. sera fait proprement. Ok, du coup, on enchaîne. Une release de Kubernetes. Ça me régale déjà que on arrive à avoir des trucs comme ça qui sont en plus un peu commus, Fury et tout, à ce niveau de tech. En même temps, on sait tous que l'overlap Tech Fury est conséquent. On sait tous que s'il y a des rageux, ils vont se faire bannir du chat. Voilà. Et en tout cas, là où je voulais moi en venir, c'est que ok, ils ont fait un maxi changelog de tout ce qui a changé dans Q, de tout ce qui va être ajouté, enlevé, modifié, qui passe de alpha à bêta, de bêta à let's go, ça passe en general availability. C'est trop cool d'imaginer le nombre de gens qui bossent là-dessus. Mais plus que ça, CTRL F module. Allez, super. Est-ce que j'ai juste mal écrit? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être à la fin. Je sais plus pourquoi je voulais parler de celui-là. Yeah. C'est pas bien grave. En tout cas, c'était juste, ils ont fait une grosse release majeure avec plein de trucs cool, chouette. Mais surtout, il y a eu un article qui est sorti en même temps que celle-là où ils expliquent l'énorme taf qui a été fait pour faire en sorte que Kubernetes adopte le système de Go module, qui n'était pas le cas. Concrètement, ils ont expliqué que chaque fois que quelqu'un voulait se lancer un peu dans le développement Cube, faire des PR, c'était un enfer sur Terre que d'aller comprendre toutes les petites intrications, spécificités de setup, et que tout était fonctionnel les uns avec les autres, avec des bouts de script qui allaient faire gérer les third parts avec des liens symboliques dans tous les sens. Et là, ils ont dit, allez, on arrête la bêtise, on se tape la migration de notre vie pour choper le Go module sur la codebase la plus grosse qu'on ait jamais touchée de notre vie, et ça part. Donc en gros, ils ont 10 ans de on n'est pas en Go module à allez, il faut l'adopter. Donc ça a dû être sorry, un bordel monstrueux. Plein de choses qui étaient faciles à faire, plein de choses qui étaient... Bah non, on s'en fout, c'est rien. Je sais pas, juste le commentaire de à des moments c'était très douloureux, mais genre vraiment très douloureux. Ouais, bah justement, ils expliquent un petit peu ce qu'il y avait dans le... Attends, c'était persisted because of convenience vector. La plupart du temps, c'était juste pas très grave, donc de pas adopter les Go modules, d'avoir un système full custom fait maison. La plupart du temps, bah ok, tu vas juste patch un petit truc et tu retombes dans le ça marche ou t'as fait ça fonctionnel. Cube était en train de grossir, donc il y a plein de trucs qui étaient urgents, demandés, et les bugs fixes qui affectent une ou deux personnes, c'est pas le cas. Les changements non nécessaires mais juste appréciables, c'est pas le cas, même s'il y a un gain de temps énorme sur la durée. Et the fix was not obvious. Lisez cet article. Comme d'hab, hein, ce sera tous les liens seront partagés en description de la vidéo. Mais le taf qui a été fait pour merger ça vers les Go modules, pour ajouter GenGo qui va auto-générer du Go pour certaines dépendances. Il me semble qu'il y a même les proto-buffs qui font même leur schéma de serialize, unserialize. Bref, un maxi bordel. Ils sont même allés faire des modifications dans en particulier GenGo parce que c'était pas... Soit ils avaient pas adapté les modules, soit juste il y avait des breaking change qui étaient nécessaires pour le faire, pour permettre de l'utiliser. Donc un plaisir. Et bien sûr, en lisant ça, on apprend déjà que il serait temps de se mettre l'alu au Go module, mais pas que. On apprend aussi que il y a un super debugger Go, qui est Seyama Delve. Et autant moi, je suis un maxi fan de PDB, IPDB, BPython et tous ces outils interactifs qui permettent de faire des choses. Autant le debugger Go a l'air quand même relativement sympa. Il me fait pas penser à un IPDB, mais plutôt un GDB Jeff sous stéroïde avec tous les symboles de base. Je sais pas trop à quel point le REPL permet d'interagir et de retester le truc à la volée. Donc à tester, mais en tout cas, si les gens qui font les plus grosses migrations, les plus gros projets en Go à ce jour utilisent ça, que je ne connaissais pas, ça me donne envie de le poker. Qui a l'air ultra bien maintenu, etc.
Donc à suivre. À suivre. On enchaîne avec Yazi. Yazi qui est un file manager, qui est un file manager fait en Rust sur l'écosystème Tokyo. Quoi? Mais qu'est-ce que Rust? Qu'est-ce que Tokyo? On a un épisode en préparation dessus avec du reverse et les comparaisons C++, Rust et plus avec plein de gens assez chouettes. Donc bientôt vous saurez et bientôt moi aussi je saurai. Parce que pour l'instant, de loin. Toujours est-il que ça fait un paquet de choses. Boring à lire, il y a trop de choses. Mais ils ont un super site. Features. Scroll App Preview. Vous connaissez, c'est du classique. On peut se balader et avoir un aperçu de ce qu'on bidouille. Cool. Visual Mode et Bulk Rename. Combien de fois vous avez fait des for pour pouvoir faire des renames de plein de fichiers, voire vous avez fait un ls-1 pour avoir une liste, vous l'avez copié dans quelque part pour faire du multi-cursor. Bref. Là, il y a du Visual Select de fichiers pour faire du Bulk Rename. Moi, je dis c'est nice. Et je vais peut-être changer la musique parce que le côté parole me fait galérer. Hop. Mieux. Ok, on enchaîne. Donc on a le bulk rename, cool. On a le vim-like input and select. En effet, vous allez vous naviguer dans votre file manager comme si vous étiez dans un Vim, je dirais même plus dans un NeoVim, voire même un lazy Vim. Mais il me semble qu'il y a un file... Alors je sais plus si... Non, c'est pas un file system, mais... File manager. Ouais, un file manager dans le terminal comme ça, enfin ça me fait penser à un file manager qui existe déjà, et je sais plus s'il s'appelle pas Archer ou quelque chose comme ça. Ranger, merci. Voilà, Ranger et là il fonctionne bien. J'en suis revenu parce que y a pas mal de choses que tu fais déjà même sans. J'en avais pas vraiment l'utilité. Et voir même là tu vois, je veux dire quand t'as... Attends, chop. Quand t'as un Vim et que tu ouvres sur un répertoire, tu peux déjà te balader en grande partie dans ce que tu fais, avoir des bouts de preview. Donc nécessaire non. Mais prometteur pour les previews, pour des choses comme ça. Je trouve la tech belle en fait. Et même si les cas sont assez sympas, donc bien sûr ça utilise mes chouchous, du FZF, du Zoxid ou du FD, des choses comme ça. Système de tâches qu'on peut cancel ou faire de la copie de fichiers. Donc on a une petite pensée émue à Dolphin et Nautilus qui dès qu'on fait une copie sont des fois dans les choux proches du blue screen Windows. Un peu chiant. Des find pareil sous stéroïdes pour voir un peu ce qu'il y a. C'est juste le côté ultra featureful qui est cool. Ranger est un peu plus minimaliste, bien qu'il y aurait une curse aussi. Et par contre il dit pourquoi est-ce que c'est rapide. Et là il explique un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, comment et à quel point il s'est buté pour le faire. Alors déjà, il y a un truc où j'étais sceptique, il dit ouais pour les répertoires ultra larges, ça va être chunk loading. Je me disais ouais mais tu demandes à ton OS de lister les fichiers d'un répertoire. Tu pourras afficher qu'une partie, mais de toute façon il faut le temps que l'OS liste tout, donc ça met un certain temps. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'on peut demander à notre OS qu'une partie des répertoires ou fichiers présents dans un répertoire ? Genre de demander page par page et de découper comme ça ? De faire de la pagination sur le listing d'un répertoire, ouais. Je pense que j'aurais envie de dire que ils ont dû y penser au moment de la gestion justement de la mémoire, donc ça doit déjà être possible à un certain niveau mémoire, peut-être. Dans ma tête j'étais un peu con, je me suis dit non. Alors qu'en fait syscall getDone ou getDone64, donc le get directory entries, et quand on regarde getDone, donc en tant que lib ou en tant que syscall, les deux vous le diront, on a dans le call un petit size t de count et derrière on donne un dirp, donc j'imagine un directory pointer qui dit combien on a de pointeurs sur des répertoires ou des FD. On a un count et on a une liste, donc en fait quand on dit liste sur répertoire à notre kernel, on demande liste-moi n entrées, et je pense qu'après il donne les n suivantes puis les n suivantes, un truc comme ça. Il doit y avoir un moyen d'itérer en tout cas. Mais donc voilà, I didn't know, mais a priori c'est bien, ça peut bien être chunké, comme ils le disent. Okay. Le mec s'est quand même fait chier à aller regarder ça. Ouais, c'est les gens qui creusent jusqu'au bout le sujet, mais c'est effectivement... l'inverse m'aurait étonné, parce que je pense qu'ils sont quand même confrontés et posés les questions de qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation un peu tricky. En réfléchissant, oui c'est nécessaire, ça doit être présent. Il y a des gros systèmes, ils en ont besoin. Moi, il y a 3 heures quand je relisais, je me suis dit mais attends, mais j'ai fait un peu de POC, j'ai fait un peu de shellcode, quand tu fais un get directory entry, ça te donne tout et voilà. Je sais plus ce que je faisais, hein. Clairement je pense que la liste sous-jacente le gérait pour moi parce que j'en ai aucun souvenir. Donc bon,
On a ce genre d'optimisation, on a du préloading pour tout ce qui peut l'être. Donc en gros, quand vous allez charger de la visualisation, il y a tout le fingerprinting des fichiers, la compression des images, etc. qui va se faire dans plein de petits threads en asynchrone pour faire en sorte que quand vous le demandiez, soit ça a été déjà préparé si c'est gourmand, soit si c'est rapide mais qu'il y en a plein à faire, ce soit lazy loadé, donc fait juste au moment où vous le demandez. Par exemple, choper la page d'après. Tout est discardable. En gros, que ce soit des IO bound ou CPU bound, que votre disque prenne cher, que votre CPU prenne cher, toutes les tâches, dès que vous changez d'onglet, il y a un moyen via le runtime Rust et Tokyo en particulier de dire ça dégage, tu fais un vrai cancel, et si c'est un programme externe, bah ça fait un kill, voire un force kill. Donc il y a vraiment un système de ça ne va pas, devrait pas, hang. Donc vraiment ils se sont dit performance. Code highlighting, ils ont fait en sorte que, contrairement à BAT et JQ, ça fasse pas tout d'un coup, mais ça fasse que les lignes concernées et derrière ça dégage. Donc moi j'en comprends que ok c'est rapide, mais il faut pas être borgne, faut pas être... déjà c'est dommage d'être borgne. Faut pas être naïf, il y a toujours un trade-off. Si on fait qu'une partie du fichier, ça veut dire qu'on va avoir du highlight par grammaire, par syntaxe, mais qu'on n'aura pas un parsing d'AST propre, il n'y aura pas un language server derrière qui dit tout. Sinon il a vraiment besoin de lire tout le fichier, de parser pour savoir ce qui est valide, pas valide, etc. Donc là on est plutôt vraiment sur du highlight de je connais ce mot-clé. Mais bon, good enough. La vitesse a un prix. Image preview, ils font plein de choses, ils expliquent comment ils peuvent downscale, post-process, précharger, etc. Et tout un système de tâches, donc en particulier ils ont des macro-tasks, micro-tasks pour toutes les petites actions, mais à faire en grand nombre, ou les grosses actions telles qu'un file copy d'un ISO. Voilà. Et donc ils ont un pool de workers pour chaque petit type de tâche. Enfin, franchement, c'est chiadé. C'est chiadé à essayer, à voir si on l'adopte long terme, mais je trouve ça super cool. Voilà. J'aime bien le to-do à la fin en mode quand j'aurai le temps, parce que je suis déjà en train de maintenir ce truc. Time's left, ouais. I'll find time to continue writing. Ok, bah sympa, je connaissais Après, pas du tout. ça donne déjà quand même un aperçu assez énorme. Il avait fait ça en octobre 2023. On est en quoi ? Juin. On est bientôt juin. Juillet, août, septembre, octobre. Bientôt voilà, juin 2024. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, le projet en était déjà là. Vu la qualité et l'adoption que ça a, je pense, pris, ça va le faire. Oui. Ça va clairement le faire. Alors, Sonar Source, qui nous ont régalé d'un petit déglingage de SourceForge, pardon. SourceForge que j'ose espérer quasiment plus personne n'utilise parce que c'est un moyen désuet que de faire du package management, mais qu'on a tous utilisé étant petit pour télécharger des logiciels que bien sûr on avait le droit de télécharger. Et ils expliquent que SourceForge se repose, donc on va cliquer un coup dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est globalement le site sur lequel vous téléchargez plus rien si ce n'est Ratio Master afin de télécharger des torrents, bande de petits pirates. Et du coup, ça utilise Apache Allura pour faire ça, et ils se sont rendu compte qu'il y avait une faille, une seconde order, mais franchement sympathique, où, en mettant... Alors, pour regarder la payload directement. Là, c'est une sale tronche. Il faut le dire. Il faut le dire. Ouais, non, c'est pas beau. Hein. Au sein de la discussion d'un projet, il est possible de faire de la remontée d'informations. Et quand on fait ce genre de remontée d'informations, on voit qu'un blob JSON est envoyé. Le blob JSON peut contenir une URL, fine, et cette URL peut-elle être, attention, pif plaf flouf, le Python quelques mots plus tard, remplacée par file. Et du coup, ça va le loader et tu mets ton... Oh, c'est pas une seconde order en fait. Attends, attaquer quelque chose. Chaîne import feature. Import de discussion, mais import de discussion pré-haute, il me semble. Hein. Haute, non, account. Ok, self-register, donc c'est du post-haute pour importer une discussion de autre chose. Mais voilà. Post-haute, mais on vous donne un compte. Donc en tout cas, ils ont fait le patch. Je me suis quand même posé la question du... Ok, ils font un start URL, mais comment est-ce que ça se comporte en cadre direct ? Trop de logiciels pour tout tester. Si vous voulez jouer, tentez-le, reportez-le de manière care et faites les choses bien. Et voilà, sinon ils font flex leur petit clean code qui permet de détecter des failles. Si vous êtes à Sonar Source et que vous avez des licences à me faire essayer pour faire un retour sur le produit, petit DM, hein, petit DM. Moi je suis preneur. Très très joueur. Alors, je fais celui-là et ensuite je te laisse enchaîner avec le deuxième si ça te convient. Le deuxième, enfin ce que j'avais fait, enfin en soi moi
Le deuxième, c'est quoi? Genre, je te propose un autre article ou... Désolé, hein, je bafouille. T'inquiète, Raccoon épisode 2. Ah, non, alors du coup, moi, c'est comme je t'avais dit, j'ai pas lu les articles, Ok, mais j'ai t'as fait fait le challenge. j'ai fait le challenge, du coup, je sais de quoi ça parle. Donc, c'est juste, je pourrais commenter ou ajouter des choses, des petits détails par rapport au challenge, ce qui il était cool. Comme chaque édition de Ça l'Exa fait CTF. chaud, chaud, chaud. Du coup, je te laisse, excuse-moi. Toujours est-il, non, juste avançons. Et je m'étouffe. Du coup, Raccoon, qui est une super amie de type qualitatif, qui explique comment perdre son CTF. Donc Exa Ozint CTF V3, donc 3ème édition je présume. C'est pas tant un article technique, parce que il est là pour donner, et elle le dit elle-même, une explication de pourquoi est-ce que je me suis mis au CTF, pourquoi Ozint plutôt qu'autre chose, et quel est le parcours, comment est-ce qu'on va raisonner, qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce qu'on peut échouer, pourquoi, comment. Et en fait, ce qui me régale, c'est que c'est technique juste ce qu'il faut pour pas s'ennuyer, et aussi pour que ce soit abordable pour des gens qui ne sont pas encore en sécu, et surtout, mais c'est écrit en mode roman d'aventure. Moi, ça me régale. T'as un mix de mèmes, un mix de trucs drôles, de tech, d'un peu tout. Très très quali, ça va faire de la miniature bien, ça. Voilà, juste c'est un grand, assez long write-up de le parcours qu'elle a eu pour faire ses tentatives de CTF aux Int. Donc voilà, c'est très long, croyez-moi, ça se lit bien, prenez-le comme une petite nouvelle à déguster, c'est vraiment chouette et j'ai hâte de lire les prochains. Et je vous spoilerai pas plus. Maltemo, je pense qu'il va falloir passer à un switch, à un mute logiciel, parce que j'entends un petit but à chaque fois, donc je présume le bouton hardware. Ouais, non, c'était le bouton hardware, je repasse par du... Soit ça, soit t'embête pas de mute, il y a très peu de bruit parasite pour une fois. Ok, très bien. Up to you. Et du coup, il y a eu une revanche, parce qu'elle expliquait pour le premier article comment lose CTF, et là c'est, allez ça part, revanche sur du Overpass Turbo, histoire d'apprendre un petit peu ce qui lui manquait et ce qui l'a frustré pour la première partie. Et donc, elle s'est généré un challenge elle-même. Random Street View, full screen, paf, ça part, ça donne une image. Into, on va commencer à creuser un peu avec des outils un petit peu brutasses, mais juste du Geospy, des reverse image search, des choses comme ça. Un petit peu de végétation pour savoir où l'image a probablement été prise ou générée. Identification des types de routes, des types de bandes sur le bord de la route, des types de panneaux. J'ai vraiment sa voix. Ça ressemble quand même un petit peu en louchant avec attends, la tronche du panneau là-bas. Ouais. C'est vrai. Bah, après, dans l'Exa CTF de cette année, il y avait justement des panneaux québécois qui étaient pas en très gros. Il fallait deviner la gueule que c'était une conserve ouverte et que c'était ne pas jeter les déchets sur le côté de la route. Donc ouais, ça fait partie de la recherche d'Ozint de loucher et de dire c'est peut-être ça. J'en suis vraiment au stade, tu sais, post. Donc, pour prendre un peu de contexte, il y a eu, il y a 2 semaines, le Brest CTF, puis la stack. Entre-temps, il y a eu un pot de départ en pro et tout. L'état de fatigue, vraiment, c'est merci de pas laisser vos lalus sur le bord de la route. J'en suis au stade là, c'est terminé. Bref. Toujours est-il, les premières, je dis vraiment beaucoup trop, toujours est-il, les premières query Overpass Turbo à base de je veux que tu me crashes du JSON, je veux que tu aies un timeout raisonnable et tu me fais tous les. J'ai plus le keyword, mais je pense que c'est les points, les arrêtes et ce qui va vers. Node, way et le R, je ne l'ai plus. Donc point, pondération et. Allez, le chat. Totoro. Non, mais je l'ai, le R. Je vais le retrouver. Je verrais bien un edge ou vertice, mais ça marche pas. Continue et ouais. je vais te le retrouver en parallèle. Et du coup, elle dit je cherche un type d'objet qui est une tour avec tour de communication. Je veux qu'on ait un petit truc affiché autour et en vrai, j'en sais rien, je sais pas d'Overpass Turbo. Je peux te dire si tu veux. Ouais. Attends, remonte un petit peu. Parce que du coup, j'en ai fait pour le challenge, et donc maintenant je touche un petit peu. Alors, en gros, elle va choper toutes les tours de communication, donc les nœuds, les way et le R, dont j'ai toujours pas encore trouvé ce que c'était. Et concrètement, ça va les afficher sur la page. Le OutGOM, c'est juste affichage sur la carte. Donc ça le met dans la zone où tu affiches
sur la map. Donc si tu veux déjà zoomer sur une partie, tu peux restreindre ta recherche. Mais effectivement, comme elle a dû faire un peu large, elle s'est retrouvée avec énormément de résultats. Et forcément, là j'ai plein de trucs qui matchent NWR, mais pas forcément le mini. C'est pas bien. Mais attends, je l'ai dans une seconde parce que je l'ai expliqué dans mon write-up qui est pas sorti parce qu'il y a trop de choses. Enfin, comme on l'a vu dans son write-up d'avant, il y a 10 000 trucs. Ouais, je me permets quand même, on a tout ça là. Nous avons donc Node, nous avons Node, le Child Node, les relations. Ouais, mais c'est relations. Relation, oui, tout à fait. Mais après, il y a différents types de relations, à savoir une poussette. Ouais, vas-y. De toute façon, c'est pas le. Là, c'est une ultra intro. Dans une seconde, je te donne l'explication parce que je l'ai rédigé ce truc-là. C'est juste que je m'en souviens plus par cœur. Mais continue. Je continue. Mais de toute façon, FYI, il y a un petit épisode au Zint avec ça qui sera pris en compte. Donc je pense que. Voilà, sans préciser, il y aura vraiment un EP sur ça. Ok, du coup, voilà, ça affine, et jusqu'à arriver à trouver moins de résultats, puis une route qui est pas la bonne, puis la bonne. Donc voilà, globalement, ce qu'elle explique, c'est que à défaut d'avoir fait de l'overpass turbo bien, elle a un peu plus grain les regex. Petite définition minimaliste qui est fonctionnelle, mais j'ai vu ça et je me suis dit, ça, est-ce que c'est propre à overpass turbo? Comment tu comprends celui-là de regex? Alors après, il me semble qu'il y a un langage spécifique, c'est pas forcément regex, mais là je dirais que c'est soit 35, soit 38. Et le tilt, je sais pas à quoi ça doit peut-être. Là, on veut une ref qui match le regex suivant. Ah, ok. Dans ce cas-là, le regex suivant, c'est qui termine par 35 ou 85. Je pense. Eh ben, oui et non. Ça dépend justement si Overpass Turbo a les regex classiques ou non. Parce que si on va sur regex pair, concrètement, là, c'est ce qu'elle explique, c'est que c'est 35 ou 85. Mais là où moi ça me chagrine, c'est que ça, on est dans des brackets, donc ça veut dire 3 ou pipe ou 8. Donc là, elle match aussi oui, pipe 5. Je suis d'accord avec toi. Si on display, on a un 3, un pipe, un 8, puis un 5, puis end of line. Elle aurait plutôt voulu, je pense, oui, je suis tombé dans le panneau. Complètement. Soit 3, 8, 5, qui match ce qu'on veut, soit la variante à savoir... Une parenthèse, où tu fais un capturing group, tout à fait. Et du coup, on capture, mais après, on est pas obligé de pisser le capturing group. Mais bon, c'est de la barbarie. Les regex, c'est la vie. Et surtout, entre les regex, je vais dire des conneries, mais les regex classiques, Python, Java, GNU, Perl, Ruby et j'en passe, il y a 3-4 types de regex au moins qui vont bien sûr dépendre de la variable langue. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir du A-Z et de match des caractères Sri Lanka du TF8. Donc faites gaffe, faites attention les regex, c'est pas aussi trivial. Mais qu'est-ce que c'est cool. Oui, c'est ultra pratique. Faire des mots croisés regex, c'est trop bien. C'est ultra pratique.